Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous. Géopolitis se penche cette semaine sur les manœuvres de déstabilisation effectuées par Moscou. Depuis plusieurs semaines, des drones violent l'espace aérien de certains pays de l'OTAN. Une incursion d'engins dont certains ont été clairement identifiés d'origine russe. L'Europe est la cible de la guerre dite hybride menée par la Russie. Mais de quoi s'agit-il exactement et quels sont ses objectifs ? La région de la Baltique est hautement stratégique, mais aussi emblématique des tensions entre les pays européens et la Russie. Une partie de la guerre hybride en cours se joue en pleine mer. Nous irons en Pologne, à la frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. L'armée y renforce sa présence et aménage notamment des obstacles anti-chars. Nous verrons aussi que les adolescents de la région participent à des formations militaires. Le Kremlin ne se lasse pas de vouloir déstabiliser et tester l'Europe par tous les moyens. La succession des récentes provocations prêtées à Moscou, via les nombreuses incursions de drones ou pire, d'avions de combat, montre à quel point nous sommes entrés dans une nouvelle phase préoccupante de ces actes d'intimidation. La menace est sérieuse, mais c'est aussi une tentative par la Russie de plonger sciemment et durablement l'Europe dans la peur. Peut-on parler de guerre des nerfs ou s'agit-il d'un euphémisme ? Les gouvernements se montrent prudents dans le choix des mots pour éviter l'escalade. Alors comment analyser cette situation et comment répondre à ces provocations ? Que peuvent faire les pays de l'OTAN en gardant la tête froide ? Nous en parlons dans quelques instants avec notre invitée, Estelle Oryx, chercheuse à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles. Mais revenons tout d'abord avec Nathalie Boujard sur l'enchaînement des incursions auxquelles nous avons assisté en Europe. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, 19 drones russes pénètrent l'espace aérien polonais. Plusieurs sont abattus par des avions de l'OTAN. Le pays est en alerte. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale. 13 septembre, un drone russe semblable à celui-ci survole l'est de la Roumanie pendant 50 minutes. 19 septembre, 3 avions de chasse russes violent l'espace aérien estonien pendant 12 minutes. Nouvelle intervention aérienne de l'OTAN. Il s'agit d'une escalade dangereuse. C'est la 4e violation de l'espace aérien estonien par la Russie cette année. Le 22, puis dans la nuit du 24 au 25 septembre, de mystérieux drones survolent plusieurs aéroports, mais aussi des sites militaires et industriels danois. J'espère que tout le monde reconnaît maintenant qu'il y a une guerre hybride. Un jour, c'est la Pologne, le jour suivant, c'est le Danemark, et la semaine prochaine, ce sera probablement ailleurs. En effet, le 2 puis 3 octobre, c'est au tour de l'aéroport de Munich d'interrompre son activité, après des alertes aux drones. Vols reportés ou annulés, des milliers de passagers sont concernés. Des sites sensibles, comme une centrale électrique ou un chantier naval de sous-marins, avaient été survolés dans le nord du pays quelques jours avant. En tout, au moins une 50aine d'incidents impliquant des drones ont été répertoriés depuis cet été en Europe. Dans certains cas, l'implication russe est avérée, dans d'autres, les enquêtes sont toujours en cours. Réaction du Kremlin. Pourquoi envoyez-vous autant de drones au Danemark ? Je ne le ferai plus. Ne le faites pas. Je ne le ferai plus, ni en France, ni au Danemark, ni à Copenhague, ni à Lisbonne, quel que soit l'endroit qu'il pourrait atteindre. Début octobre, les dirigeants européens se réunissent sous haute sécurité lors d'un sommet à Copenhague. Les capacités de décision, d'action et plus largement de défense des Européens sont testées, avec une intensité croissante. Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte toute la palette de jeux de l'hybridité pour venir nous bousculer. Des drones, aux avions qui arrivent dans l'espace aérien, aux attaques cyber, aux attaques informationnelles, tout ça, c'est la Russie derrière. En plus, évidemment, des actes de guerre que nous voyons en Ukraine, ou de l'hybridité en poussant des migrants à la frontière polonaise. Parmi les réponses des Européens, notamment un projet de mur anti-drone porté par les États baltes depuis 2024. Ce bouclier couvrirait le ciel européen et combinerait plusieurs technologies. Capteurs acoustiques, radars, systèmes de brouillage et des drones intercepteurs, par exemple. Un projet qui se heurte à des obstacles techniques et politiques. Pourtant, il y a urgence d'agir, insiste la présidente de la Commission européenne. À ceux qui doutent encore, regardez ce qui se passe actuellement. Un incident peut être une erreur. 2 incidents peuvent être une coïncidence.
mais 3, 5, 10. Il s'agit d'une campagne en zone grise, délibérée et ciblée contre l'Europe. Et l'Europe doit réagir. Estelle Oryx, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, mais aussi docteur en histoire contemporaine et commandante d'aviation au sein de l'armée belge. Vous vous exprimez en tant que chercheuse dans le domaine de l'environnement sécuritaire de l'Union européenne et de l'OTAN, ainsi que des menaces hybrides. Alors voilà, les menaces hybrides, justement, les services de renseignement allemands viennent de communiquer à ce propos, estimant que l'Allemagne n'est actuellement pas en guerre, mais qu'elle n'est plus en paix. Quelle définition donneriez-vous à cette guerre hybride? Que vit-on à l'heure actuelle en Europe? Alors effectivement, l'Europe subit toute une série d'attaques hybrides. Ce n'est pas nouveau, ça fait bien une dizaine d'années que l'Europe doit donc subir une attaque dite une guerre ambiguë, une guerre du flou aussi, c'est-à-dire toute une série d'attaques qui sont le fait de l'utilisation d'une panoplie d'outils conventionnels et non conventionnels afin d'exploiter les vulnérabilités de ce qui est considéré comme l'adversaire par celui qui utilise cette méthode et afin de déstabiliser justement les États et de susciter un flou quant à l'attribution de ces attaques. Donc c'est effectivement une guerre où on est dans une sorte de zone grise, ni en guerre totalement, mais pas en paix non plus. Alors dans cette zone grise, pourquoi les provocations se sont-elles accélérées ces dernières semaines? Que cherche à faire la Russie? À tester l'Europe, vous l'avez dit, à déstabiliser? Alors il faut toujours rester prudent dans les suppositions quant aux intentions de la Russie, mais il est clair que nous sommes dans un contexte de guerre en Ukraine, avec une solidarité des États européens vis-à-vis de ce pays dont la souveraineté est évidemment bafouée. On est aussi au moment où il y a eu des déclarations des Européens quant à la possibilité de mettre en place une coalition des volontaires, justement au cas où un cessez-le-feu aurait lieu et il faudrait garantir la sécurité de l'Ukraine. Donc la Russie mène vis-à-vis des pays européens toute une série d'attaques hybrides justement pour déstabiliser les Européens et mettre à mal la solidarité euro-atlantique, mais également la solidarité des Européens vis-à-vis de l'Ukraine. À travers notamment ces incursions de drones, un mur anti-drone préconisé par plusieurs pays qui serait une sorte de bouclier aérien et mêlant plusieurs technologies est encore à mettre en place. Est-ce que les Européens sont suffisamment préparés à cette guerre dite hybride ? Alors ils s'y préparent, en tout cas, ce n'est pas nouveau comme phénomène, même si évidemment le contexte actuel fait que ces attaques s'intensifient, on l'a vu au mois de septembre en particulier. Ils s'y préparent aussi bien au sein de l'Union européenne, mais également au sein de l'OTAN, qui lutte contre ces différentes sortes d'attaques qui peuvent être très diverses. On le voit notamment dans la Baltique où les câbles sous-marins sont victimes justement de sabotage. Et donc on a des opérations qui sont mises en place. Je pense par exemple à la Sentinelle Baltique qui vise justement à contrer les sabotages potentiels qui ont lieu vis-à-vis de ces câbles, sans oublier non plus que l'OTAN a déclaré en 2016 qu'une attaque hybride, si les effets de ces attaques sont jugés comme suffisamment graves, peut être assimilée à justement à une attaque armée. Et donc, mais malheureusement, ces drones, c'est assez compliqué de les intercepter. Et donc, il y a cette volonté, comme vous l'avez bien rappelé, de certains pays, en particulier les pays du flanc est de l'OTAN, de mettre en place un mur anti-drone. Ce n'est pas un mur physique, mais c'est un ensemble d'équipements qui permettrait de détecter et d'intercepter ces drones, en particulier le long de la frontière du flanc est de l'OTAN, même si, comme on l'a expliqué précédemment, c'est difficile. Ce n'est pas avec seulement ce mur anti-drone que l'on pourra faire face à ces drones qui peuvent venir aussi bien des pays qui sont visés que peuvent être amenés par la mer, par exemple. Un mur anti-drone, c'est une chose, mais comment riposter, répondre à toutes ces provocations de la Russie? Jusqu'où aller ?
Alors c'est évidemment toute la question, hein, comme l'a rappelé le SACEUR de l'OTAN, le général Greenwich. Il faut bien évidemment protéger la population face à ces incursions, à ces violations de l'espace aérien otanien, mais sans entrer dans la surenchère. Donc il faut réagir certes de façon ferme, mais néanmoins avec prudence. Il faut toujours se demander quelle est l'intentionnalité de ces incursions, peut-on les attribuer avec certitude, et puis aussi comment y répondre de manière la plus proportionnelle possible. On ne va pas utiliser des missiles qui sont fort coûteux pour intercepter un drone qui ne menace pas directement la population ou des infrastructures critiques. Et donc tout est dans cette balance qu'il faut avoir par rapport à ces incursions. Et donc l'OTAN doit réagir comme une alliance, c'est-à-dire que l'OTAN, qui réagirait dans la surenchère, dans l'escalade, eh bien, pourrait potentiellement mener tous les États membres de l'Alliance à entrer en guerre. Or, actuellement, nous sommes, comme nous l'avons rappelé, dans une zone qui n'est ni paix ni guerre, et donc le tout, c'est de ne justement pas dépasser cette limite, même si évidemment tous les pays de l'OTAN restent souverains quant à la réaction qu'ils peuvent avoir face à ces incursions. On l'a vu en Pologne, qui a malgré tout, avec l'aide de l'OTAN, a intercepté et neutralisé certains drones dont elle estimait que les dommages collatéraux étaient suffisamment importants pour devoir neutraliser l'appareil. Vous avez parlé, Estelle Aurix, tout à l'heure de la Baltique. Voilà un espace stratégique et emblématique des tensions entre les pays européens, membres de l'OTAN, et la Russie. Une partie de la guerre hybride en cours se joue justement en mer Baltique. L'Alliance y renforce sa présence. La Russie dénonce, quant à elle, des atteintes à la liberté de navigation. Elsa Oginolfi. Près du détroit d'Öresund, entre la Suède et le Danemark, la marine néerlandaise traque tout événement suspect autour des câbles sous-marins qui traversent la mer Baltique. Nous utilisons nos capteurs différemment. Maintenant, nous examinons vraiment les différences, notamment sur les câbles et les pipelines, pour voir s'il y a des dommages ou autres. Et nous effectuons également des patrouilles, aussi avec les autres navires de la marine, pour vérifier s'il y a des comportements suspects de la part d'autres navires. L'OTAN a lancé en janvier l'opération Sentinelle de la Baltique, après des dégâts sur plusieurs câbles sous-marins de communication ou d'approvisionnement énergétique causés par des navires ayant laissé traîner leurs ancres. Officiels et analystes occidentaux pointent du doigt la Russie et sa stratégie de guerre hybride. L'OTAN opère régulièrement en mer Baltique. Notre intention est de désamorcer la situation pour nous assurer que les infrastructures sont sûres et que tous les pays environnants disposent de leur Internet et de leur combustible fossile. La mer Baltique est bordée par 9 États. 8 sont membres de l'OTAN depuis l'adhésion de la Finlande et de la Suède. La Russie, avec l'oblast de Kaliningrad, dispose de 2 espaces côtiers sur la Baltique. L'entrée par bateau dans cette mer se fait par les détroits situés entre le Danemark et la Suède, principalement l'Öresund et le Störbält. 18% du trafic maritime régional européen passe par la Baltique. Un espace stratégique où les tensions s'accentuent. Nous constatons beaucoup trop souvent des dommages causés à nos infrastructures maritimes critiques dans la mer Baltique. Perte accidentelle d'encre, mouvements suspects de la flotte fantôme, mais aussi intrusions et tentatives de sabotage sur nos bases et sur nos navires. La Russie dénonce de son côté le renforcement de l'OTAN dans la Baltique. Les membres de l'OTAN passent maintenant à des actions contre la liberté de navigation. Pas moins. C'est exactement ainsi qu'il faut le formuler, contre la liberté de navigation. Début octobre, le Danemark a dénoncé des actes hostiles et répétés de la part de navires militaires russes à proximité des détroits danois. Estelle Aurix, le sabotage des câbles en mer Baltique fait partie de ces menaces hybrides, une menace sérieuse. Là, on n'est plus seulement dans le registre de l'intimidation. Il s'agit d'une attaque claire et dont les auteurs sont difficiles à identifier.
Effectivement, le sabotage et le sabotage des câbles sous-marins en particulier fait partie de ces attaques qui restent malgré tout ambiguës parce que toujours difficilement attribuables à un auteur en particulier, même si évidemment dans le contexte actuel, tous les yeux ont tendance à se tourner vers la Russie, qui par l'exclave de Kaliningrad notamment a accès à cette mer qui est aussi très importante pour la Russie, en particulier aussi dans le contexte de la guerre et des sanctions économiques vis-à-vis de la Russie, à juste titre bien évidemment. Et donc la Russie qui essaye de contourner ces sanctions, a besoin aussi de la mer Baltique pour sa fameuse flotte fantôme qui permet justement de contourner les sanctions, mais également par la même occasion éventuellement d'endommager ces fameux câbles sous-marins qui sont très importants, notamment en matière de communication pour les Européens. Plus généralement, diriez-vous que la Russie a les capacités véritables d'attaquer militairement un des pays de l'OTAN? Est-ce que Vladimir Poutine s'y risquerait? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire à propos de l'armée russe. Selon les observations, on dit qu'elle est défaillante, ou au contraire qu'elle s'est modernisée et qu'elle est devenue beaucoup plus redoutable. Alors il faut, je pense, rester prudent quant aux déclarations concernant les équipements militaires et la situation économique en Russie, même s'il existe des chiffres et des enquêtes de certains services de renseignement qui disent que, bien évidemment, la Russie a été affaiblie militairement et économiquement. Certains parlent d'une stagflation dont la Russie souffre actuellement. Néanmoins, elle fait preuve également d'une capacité de résilience économique et militaire, notamment par le soutien qu'elle a actuellement de pays comme la Chine, comme l'Inde ou la Corée du Nord. Et donc, il ne faut pas sous-estimer sa capacité de résilience, d'autant plus que la Russie consacre actuellement 7% de son PIB dans son effort de guerre. Elle est en économie de guerre. D'après les propos du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, elle produirait 4 fois plus de munitions que l'ensemble des pays européens et des États-Unis. Donc ce n'est vraiment pas à sous-estimer. Néanmoins, je doute que la Russie soit en capacité d'attaquer de façon imminente un pays européen, vu les difficultés malgré tout qu'elle rencontre dans le Donbass. Ça fait maintenant quelques années que cette deuxième invasion en Ukraine a commencé et malgré un grignotage progressif de la part des Russes, il n'y a pas encore un effondrement du front. Néanmoins, selon certains services de renseignement européens en particulier, si la guerre devait s'arrêter maintenant au profit de la Russie et qu'on laissait la Russie se remettre justement des effets de la guerre, elle pourrait d'ici 4-5 ans être en mesure d'attaquer l'un ou l'autre pays européen. On pense notamment à des scénarios comme l'encerclement des pays baltes, justement par cette exclave de Kaliningrad et son accès à la Baltique. Autre voisin de la Russie, la Pologne, en consacrant presque 5% du produit intérieur brut à la défense, la Pologne est en pleine sécurisation de ses frontières. Voisin de l'enclave russe de Kaliningrad, vous en avez parlé, les Polonais sont en première ligne. Reportage Clément Dalmar et Isabelle Horry. Les militaires les appellent des dents de dragon. Celles-ci sont censées faire peur à l'ogre russe. Dans ce champ, l'armée polonaise est en train de construire une véritable ligne de défense, le bouclier de l'Est. La frontière avec la Russie est là, juste derrière les barbelés. Une camionnette russe passe justement de l'autre côté. L'ennemi surveille les travaux de près. Le dispositif en construction doit empêcher le passage des chars russes, fossés, triple rangée de dents de dragon et champs de mines. D'ici 3 ans, il doit s'étendre sur des centaines de kilomètres. D'abord, cela permet à nos citoyens de se sentir plus en sécurité. Ensuite, cela doit dissuader l'ennemi. Et enfin, cela nous donne du temps pour réagir si quelque chose arrive. En cas d'invasion russe, les habitants de cette petite ville n'auront effectivement pas beaucoup de temps. Braniewo n'est qu'à 6 km de la frontière. Il faut donc préparer l'éventuelle évacuation de la population. C'est la mission du président du district qui en est à son 3e mandat.
Nous sommes en train de planifier des itinéraires. Pour moi, c'est un nouveau rôle, dans un nouveau monde. Un monde où tout peut arriver, malheureusement. Dans ce nouveau monde, tous les adolescents doivent suivre une journée d'initiation militaire. Ces gymnasiens qui défilent ont même choisi une option défense, 4 heures par semaine. Le plus important, c'est de bien connaître le nom de toutes les pièces. Aujourd'hui, c'est journée portes ouvertes pour les futurs élèves. Julia a 15 ans. Maintenant, tu sécurises ton arme. J'ai du mal à imaginer le faire dans de vraies conditions, mais je pourrais apprendre. Maniement des armes, survie dans les bois, utilisation des masques à gaz, les cours sont très concrets. Tu dois réussir à le mettre sur ta jambe. À 17 ans, Yacoub a presque fini son gymnase. Il est prêt à se battre si nécessaire. Je serai prêt à défendre la Pologne car c'est ma patrie. Je vis ici, je suis polonais, c'est une évidence. Les enfants reçoivent un bonbon pour leurs efforts. Des rires, mais en toile de fond, une menace qui devient de plus en plus tangible. Et c'est l'Oryx, on a vu dans le sujet ces obstacles anti-chars et une haute barrière métallique érigée à la frontière. Est-ce que ce sont des installations encore adaptées à la guerre contemporaine? Elles restent pertinentes? Alors malheureusement, oui, elle reste pertinente. On n'aurait pas imaginé il y a quelques années qu'une guerre conventionnelle de haute intensité, telle qu'elle a lieu en Ukraine, aurait lieu. Et malheureusement, il faut se réadapter à ces scénarios qui sembleraient être des scénarios d'un autre temps. Et il ne faut pas non plus oublier que la Pologne a une histoire bien particulière avec l'URSS, dont elle a été mise d'une certaine façon sous tutelle malgré elle pendant la guerre froide. Et puis également, la Pologne est quand même un voisin direct à l'Ukraine, à la Biélorussie, à l'exclave de Kaliningrad, et donc elle prend la menace tout à fait au sérieux et à juste titre. On le voit encore avec toute cette série d'incursions de drones à grande échelle qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Donc on comprend bien que la Pologne doit tout mettre en œuvre justement pour protéger ses frontières et sa population. On a vu également dans le reportage ces adolescents qui suivent une formation militaire ou qui sont sensibilisés. N'est-ce pas là un cercle vicieux? En informant, en formant, on peut renforcer le sentiment d'angoisse, surtout chez les plus jeunes, et la peur contribue justement à la déstabilisation. Ben, je pense au contraire que, comme le dit bien l'adage, si tu veux la paix, prépare la guerre, et donc tout dépend de la communication que l'on va avoir avec la population. Cela fait maintenant quelques années que la Pologne sensibilise sa population au risque d'une attaque russe et à la nécessité pour sa population justement de se réarmer, de s'investir dans la défense. Il faut aussi savoir que la Pologne a abandonné le service militaire obligatoire en 2010 et que donc elle doit recruter de nouvelles recrues justement et impliquer au maximum la population. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Dans d'autres pays, on relance cette volonté de sensibiliser et de recruter la population au sein des forces armées. Oui, mais et la question... également, dans les écoles, il y a des programmes scolaires qui existent. Voilà, mais la question de l'engrenage est là tout de même. La période est terriblement anxiogène, le réarmement est massif partout, on ne parle pratiquement plus que de guerre en ce moment. Comment, comme si on était justement entraîné dans une spirale, comment y mettre de la distance en se protégeant de cette pression, en gardant la tête froide, sans tomber non plus dans le déni ou la naïveté? Eh bien, je pense qu'effectivement, il faut garder la tête froide et ne pas rentrer dans une logique de climat anxiogène, en informant de façon sereine la population et peut-être en ne voyant pas du russe partout. Et donc, c'est pour ça que des pays comme le Danemark ou la Belgique préfèrent ne pas attribuer des attaques ou en tout cas des incursions qui ont lieu dans son ciel avant d'avoir des preuves sûres concernant ces faits. Estelle Oryx, merci infiniment. Merci à vous. La propagande et la désinformation sont très courantes dans l'histoire, mais ces dernières années, leur fréquence et la vitesse à laquelle elles se propagent se sont largement amplifiées. La faute, entre autres, aux trolls, ces messages postés sur Internet qui cherchent à propager une idéologie ou à déstabiliser.
En 2015, l'équipe de Nouveau sur la RTS y consacrait une émission, une année après l'invasion de la Crimée par la Russie. En voici un extrait. C'est un immeuble quelconque dans le nord de Saint-Pétersbourg. Occupé 24 heures sur 24, ce bâtiment est surnommé l'usine à trolls. Dans le jargon d'Internet, un troll est une personne inondant les forums et les réseaux sociaux de commentaires visant à orienter ou à faire dégénérer les débats. En d'autres termes, un agent de désinformation. On est à l'heure où il y a le changement d'équipe. Les trolls du Kremlin de l'équipe de jour sont en train de partir et ceux de l'équipe de nuit arrivent. Ils travailleront jusqu'à 6 heures du matin. Lyudmila a travaillé durant 2 mois dans cette structure n'ayant aucune existence officielle, mais qui est soupçonnée d'être téléguidée en sous-main par le Kremlin. Par exemple, nous devions écrire des commentaires très positifs sur le gouvernement. On nous donnait les informations et on nous disait comment les utiliser. Par exemple, que la vie est de plus en plus belle et que nos conditions de vie s'améliorent. Et si nous parlions des États-Unis, nous devions tout faire pour que le lecteur conclue que les gens vivent mal là-bas. Parmi les sujets de prédilection de ces trolls, le conflit en Ukraine. L'information a toujours été une arme comme une autre en temps de guerre. Avec Internet, la propagande s'est juste trouvé un nouveau champ de bataille, mais les victimes restent généralement les mêmes, l'objectivité et la vérité. Un très grand merci de nous avoir suivis. L'émission Géopolitis, coproduite par TV5 Monde et la radio-télévision suisse, est à retrouver en tout temps sur les différentes applications et plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, si vous le souhaitez, à notre chaîne YouTube. À tout bientôt et surtout, portez-vous bien.